Madrid 1834. La nuit était tombée sur le palais dans un silence de sacristie, à peine rompu par le froissement des étoffes et le tintement des clés. Le médecin royal avançait le long des couloirs qui sentaient en la cire froide et l'humidité de crypte, guidé par un valet de chambre qui n'osait pas lever les yeux. Les cloches avaient sonné pour la mort de Ferdinand VII, et pourtant le travail du médecin ne faisait que commencer. Ce n'était pas l'autopsie ordinaire d'un monarque, mais une tâche qui ébranlait les fondements de la raison. Devant la porte des appartements privés, la régente Marie-Christine l'attendait, les yeux rougis et la voix brisée en prononçant la demande. « Faites le nécessaire, que rien, pas même l'indicible, ne tombe entre de mauvaises mains. » Dans la chambre mortuaire, le corps du roi reposait sous des draps de soie qui semblaient un peu une extension de son pouvoir, lisse, impeccable, trompeur. La rigidité du visage, toujours altier, n'était pas ce qui tenait le médecin en suspens. C'était ce que la soie cachait, l'anomalie qui avait été rumeur et secret, curiosité anatomique et humiliation dynastique, source de peur et d'orgueil tordu. Ce qui gisait là était plus que de la chair. C'était la métaphore incarnée d'un règne tordu, d'une Espagne forcée de plier sous le poids de sa propre honte. Le médecin, les mains entraînées à maîtriser les tremblements, prépara des outils de conservation et des récipients en verre, tout en comprenant qu'il n'allait pas préserver un organe, mais la clé obscène d'une époque. L'air, saturé d'huile et de parfum, ne parvenait pas à masquer l'odeur âcre de la mort. Chaque mouvement avait la solennité d'un rite clandestin. Derrière sont presque imperceptibles deux clercs murmuraient des prières avec une ferveur proche de la panique. Il savait là que la matière du roi, son secret, pouvait enflammer l'imagination du peuple et déchaîner des guerres de pamphlets et de blasphèmes. Dans le tracé de la veine bleue, sous la peau céruléenne, le médecin crut lire l'histoire d'une lignée qui avait confondu sang et destin. Mariage entre cousins, pacte de consanguinité célébré comme politique d'État, génération exigeant un héritier pur et produisant, en échange, des corps fragiles et des âmes brisées. La déviation anatomique du monarque n'était pas un caprice biologique. C'était la signature grotesque d'une généalogie qui s'était refermée sur elle-même comme le serpent qui se mord la queue. L'opération de préservation commença dans un silence clinique. Alcool, résine, légature, la précision d'un laboratoire transposé dans une chambre royale. Chaque étape était pensée pour effacer le temps, pour maintenir intacte la preuve de ce qui ne devait jamais être nommé. La régente, plus statue que femme, observait avec la détermination farouche de celle qui a fait un pacte avec l'oubli. Si le royaume devait survivre, ce reste du roi devait devenir une relique cachée, une preuve que personne ne verrait et qui pourtant soutiendrait des décisions, des alliances, des silences. Le médecin se retrouva à répéter, presque superstitieux, les termes latins appris à l'université, comme si les mots pouvaient en apaiser la conscience de franchir un seuil, celui d'une science qui, en touchant l'interdit, frôlait la théologie. Car ce qui se passait là n'était pas seulement de la médecine, mais de la politique et de la liturgie. La couronne exigeait la discrétion, l'Église la prudence, le peuple du pain et des réponses. Dans cette confluence impossible, le médecin sentit pour la première fois que cette chair singulière, sa courbure, sa disproportion, ne désignait pas uniquement l'impuissance d'un homme, mais la stérilité d'un système. Qu'est-ce qu'un royaume quand son noyau est un tabou ? Qu'est-ce que l'obéissance quand elle est édifiée sur la peur du rire ? Sous la lampe qui projetait des ombres obliques, l'éclat du verre semblait rendre le regard, un œil sans paupières jugeant les vivants par leur appétit de secret. On a dit, dans des murmures qui ne laissent pas de traces, que certains papiers voyagèrent cette nuit-là vers des mains ecclésiastiques, et que certains flacons prirent le chemin inverse vers des voûtes qui ne connaissent pas de calendrier. Ce n'était pas la première fois que Rome gardait ce que le monde ne pouvait digérer, ce ne serait pas la dernière. Le médecin qui avait lu des ouvrages sur les cabinets de curiosité comprit que cela ne serait jamais une curiosité, c'était une pierre de moulin attachée au cou d'une mémoire nationale. Le préserver, c'était l'attacher pour toujours. Le détruire, c'était ouvrir la porte à la fable et à la calomnie. La régente choisit la voie la plus cruelle. Conserver pour nier, garder pour taire. La pièce respirait difficilement. Les clercs se turent, le valet de chambre se signa 3 fois, et le médecin conclut le scellage. Au moment où le verre se referma avec un léger claquement, on entendit au loin une cloche tardive, comme si Madrid se réveillait d'un mauvais rêve et tombait dans un pire. Dans la raison du médecin, formée à l'équilibre des humeurs et à la propreté de la dissection,
naquit une intuition qu'il ne put étouffer. L'objet conservé n'était pas un vestige, mais un miroir. Il y voyait se refléter l'Espagne qu'il héritait. Une nation bandée, recousue, pleine de cicatrices mal cicatrisées, fière et blessée, dévote et superstitieuse, affamée d'avenir mais entravée par le passé. Si dans les écoles d'anatomie le corps est une carte, cette carte indiquait des routes vers nulle part. La difformité isolée de l'homme rayonnait de sens comme une idole inversée. Le médecin pensa à Pline, à Vésale, au traité qui mettait en garde contre la confusion entre rareté et monstre. Il pensa aussi à la rumeur qui traverse les siècles avec plus de force que la vérité. Peut-être la monstruosité ne résidait-elle pas dans la matière, mais dans la volonté de faire du pouvoir une alibi pour la cruauté. Et pourtant, comment absoudre un individu sans absoudre le mal qu'il a causé ? Le verre transpirait de l'humidité de la nuit. L'histoire du poids de sa métaphore. En sortant, le médecin reçut de Marie-Christine un geste qui était à la fois ordre et absolution. Personne ne parlerait, personne n'admettrait. Des murs seraient élevés à l'intérieur des murs, des passages à l'intérieur des passages, et le secret dormirait entouré de clés et de veilles. Dans l'escalier, le médecin pensa que cette conservation n'arrêtait pas le temps, mais le condamnait à se répéter. Le royaume continuerait d'être ce que cette relique disait en silence, et chaque tentative de nier sa voix la ferait crier plus fort dans les couloirs de la mémoire. Derrière la porte close restait un corps, devant, un pays qui apprenait à respirer avec peur. La nuit, finalement, engloutit le palais, et quelque part, au-delà des murs, Madrid continua de vivre comme on vit après une confession, avec le soulagement d'avoir parlé et la honte de ne pas se souvenir des mots. Naître dans un berceau royal ne signifiait pas toujours une bénédiction. Dans le cas de Ferdinand VII, ce fut une malédiction gravée dans la moelle de son sang. L'Espagne, à la fin du XVIIIe siècle, pratiquait depuis des siècles des mariages endogamiques entre les Habsbourg et, plus tard, entre les Bourbons. Pères et cousins, oncles et nièces s'unissaient avec l'idée de préserver la pureté dynastique, mais en réalité, ils cultivaient un jardin de difformité. Chaque génération ajoutait une nouvelle fissure, une fragilité de plus à l'édifice génétique qui soutenait la couronne. L'obsession de maintenir la lignée se transforma en un pacte suicidaire. La couronne brillait d'or, mais le sang coulait empoisonné. Le 14 octobre 1784, à l'Escorial naquit Ferdinand, fruit de l'union entre Charles IV et Marie-Louise de Parme, cousin germain déguisé en souverain. Dans ce palais froid et solennel fut présenté au monde un enfant qui portait dans son corps le prix de siècles de dégénérescence. Les chroniques médicales de son enfance, cachées dans les archives ecclésiastiques, insinuent ce que les courtisans chuchotaient: l'anatomie de l'héritier ne suivait aucun modèle connu. Tandis que d'autres enfants rehaussaient leur prestance par la grâce aristocratique que les précepteurs vénéraient, Ferdinand portait une marque visible, presque monstrueuse, qui, avec le temps, deviendrait sa condamnation et son bouclier. Le destin semblait se moquer de lui. Dans un monde où l'idéal masculin était taillé selon la proportion grecque, harmonieux, contenu, équilibré, Ferdinand incarnait le grotesque. Son organe démesuré et déformé était sujet de railleries dans les couloirs et de lettres secrètes aux ambassades étrangères, ce qui aujourd'hui, dans la logique vulgaire du XXIe siècle, pourrait être perçu comme un attribut de virilité, dans cette Espagne conservatrice, était un sceau de déshonneur. Le prince désiré, comme l'appelaient l'anté les propagandistes fernandins, était en réalité l'objet de moqueries cruelles qui minaient son identité dès l'adolescence. Le jeune homme, qui devait grandir sous le poids de l'obéissance catholique et du protocole de cour, apprit vite que les corps pouvaient devenir une satire. Chaque salut, chaque révérence cachait un possible écho de raillerie. La paranoïa s'injecta dans son caractère comme une épine. Et cette paranoïa, alimentée par les murmures, se transformerait en une soif de pouvoir absolu. S'il ne pouvait contrôler son propre corps, il contrôlerait les corps des autres. L'intime devint politique, le privé devint une arme. Les médecins de la cour l'examinèrent avec le même secret que celui avec lequel on garde un trésor maudit. Des notes cliniques décrivaient froidement ce que d'autres racontaient avec horreur. Étroit à la base comme un jonc, large à l'extrémité comme un poing, si long qu'il pouvait être tenu comme une canne. Ces documents, plus tard archivés sous des clés vaticanes, n'étaient pas seulement des diagnostics, c'étaient des preuves d'une lignée corrodée. La science et la théologie s'accordaient, quoiqu'en silence, à dire que l'anomalie était le symbole matériel d'un royaume difforme. La question ne se limitait pas au physique.
Les théoriciens modernes de la psychologie auraient parlé de dysmorphie, de traumatisme corporel, d'auto-perception détruite. Mais dans l'Espagne de l'Ancien Régime, la seule chose qui restait était la honte. Cette honte incubée chez le jeune prince fut le poison qu'il distillerait plus tard sur ses épouses, sur ses courtisans, sur tout un pays. L'enfant qui jouait parmi les tapisseries apprit que le rire pouvait être plus mortel que la dague. Il apprit que les murmures des serviteurs blessaient plus que les intrigues diplomatiques. Et avec chaque cicatrice émotionnelle se forgea le monarque que l'Espagne allait connaître. Un homme incapable d'aimer, mais parfaitement capable de haïr. La difformité n'était pas seulement chair, c'était caractère, c'était destin, c'était un royaume entier entraîné par la moquerie de la génétique. Depuis une perspective contemporaine, la tragédie de Ferdinand révèle un écho inconfortable. Comment les sociétés, obsédées par la pureté ou l'apparence, finissent par produire des monstres. Le XXIe siècle, avec ses filtres numériques et son culte du corps parfait, n'est pas si loin de ce Madrid qui se riait de son prince. La différence étant, c'est que Ferdinand eut entre ses mains non seulement sa vie, mais celle de millions de sujets. Sa malédiction intime allait finir par être celle de tous. L'enfance de Ferdinand VII fut un laboratoire de misère morale. Dans les salons dorés où devraient être cultivées la vertu et la noblesse, il absorba la pourriture d'un foyer brisé. Son père, Charles Cocteau, préférait chasser les sangliers plutôt que gouverner. Un roi faible, presque caricatural, incapable d'imposer le respect ni à la cour ni dans sa propre maison. Sa mère, Marie-Louise de Parme, était un tourbillon de passion, dévote des plaisirs charnels et sans aucune pudeur dans sa relation avec Manuel Godoy, le prince de la paix, véritable maître de l'Espagne. Au milieu de ce théâtre d'humiliation, Ferdinand grandit en apprenant que le pouvoir était corruption et la famille trahison. Le jeune prince voyait sa mère défiler dans les couloirs du palais avec une impudence qui frôlait l'obscène. Les serviteurs commentaient, les ambassadeurs écrivaient dans des rapports non chiffrés et les conseillers se taisaient par peur. La figure paternelle s'effondrait sous ses yeux, un roi qui tolérait d'être publiquement cocu, un homme qui préférait perdre un royaume plutôt que d'affronter son épouse. Pour un enfant déjà marqué par la moquerie de sa difformité physique, assister à cette déshonneur était comme recevoir un double coup. Si son corps était un sujet de rire, sa lignée était un spectacle de honte. Les rumeurs sur son anatomie se mêlèrent au mépris envers sa famille. Dans les couloirs, les pages chuchotaient et les diplomates étrangers notaient chaque geste étrange, chaque commentaire voilé sur la rareté du prince. Ferdinand apprit qu'à la cour, rien ne restait secret. Tout pouvait devenir une arme. Cette conscience le rendit méfiant, soupçonneux, cruel à petite dose. Quand un serviteur le regardait trop, il craignait le rire caché. Quand un précepteur corrigeait son comportement, il imaginait une allusion à sa monstruosité intime. Ainsi naquit un caractère incapable de distinguer entre respect et moquerie, entre discipline et humiliation. Un épisode gravé dans les souvenirs d'un chapelain de palais montre l'étendue de sa blessure. Un jeune page, à peine un enfant, entra par erreur dans ses appartements pendant que Ferdinand s'habillait. Le prince ne toléra pas ce regard innocent. Il le fit fouetter et exila sa famille de Madrid. Le message était clair. Quiconque voyait, même par accident, ce qu'il cachait devait payer par la douleur et l'exil. Cette réaction disproportionnée révèle un mécanisme psychologique qui se répéterait plus tard à l'échelle nationale. Toute suspicion de moquerie devait être écrasée avec cruauté. Les précepteurs qui tentèrent de le former en latin, théologie et politique observèrent son commandement à l'élève devenait de plus en plus sombre. Il devint vindicatif, cherchait à humilier les domestiques, imposait des punitions arbitraires. L'enfant blessé par le rire se transformait en tyran miniature. Le pouvoir pour lui était le seul analgésique contre la honte. S'il ne pouvait contrôler son corps, il contrôlerait les corps de ceux qui l'entouraient. S'il ne pouvait effacer les rires, il effacerait les gorges qui les produisaient. Depuis un point de vue moderne, le cas de Ferdinand pourrait être lu comme un exemple de la façon dont l'humiliation chronique déforme la personnalité. Aujourd'hui, on parlerait de harcèlement, de traumatisme infantile, de la nécessité d'un accompagnement psychologique. Mais dans le Madrid du XVIIIe siècle, la fragilité était un motif de rire, pas de soin. L'enfant qui avait besoin de compassion reçut des couteaux de sarcasme. L'adolescent qui demandait l'acceptation fut nourri de rumeurs. Ainsi, la blessure s'infecta jusqu'à devenir haine.
Dans ce palais saturé de tapisseries et de secrets, Ferdinand découvrit que l'intimité est un champ de bataille et que la honte est une arme plus puissante que la poudre. Il apprit que le rire d'un serviteur pouvait peser autant qu'une armée française et que la seule défense était la cruauté. L'Espagne ne le savait pas encore, mais elle élevait un monarque dont l'enfance souillée se traduirait par un règne de suspicion, de torture et de paranoïa. Le monstre ne naquit pas dans la chambre nuptiale ni sur le trône. Il se forgea dans l'enfance, dans chaque rire étouffé, dans chaque silence complice, dans chaque humiliation qui transforma un enfant complexé en un roi, obsédé par la destruction pour ne pas être détruit. Lorsque Ferdinand atteignit l'âge de se marier, la cour fut enveloppée d'un air de célébration solennelle. Le mariage avec Marie-Antoinette de Naples et de Sicile, sa cousine adolescente, devait sceller une alliance entre dynasties et assurer la continuité du trône. Dans les rues de Madrid, les cloches-cantes sonnèrent, les balcons se remplirent de fleurs et le peuple criait « Vive le désiré !» sans savoir que derrière ce titre flatteur se cachait une vérité grotesque. La cérémonie nuptiale, baignée de musique sacrée et de prières, était un masque baroque qui dissimulait le cauchemar qui attendait dans l'intimité. La première nuit, ce qui devait être la consommation de l'union, se transforma en spectacle d'horreur. Les serviteurs, confus, apportèrent la rinte des coussins spéciaux, des flacons d'onguents et d'étranges instruments conçus par des artisans du palais sur ordre médical. Marie-Antoinette, innocente et élevée dans la piété catholique, ignorait complètement ce qui l'attendait. Ces dames de compagnie écrivirent des années plus tard qu'en voyant le corps nu de son époux, la jeune femme poussa un cri déchirant « Monstre !» La panique la poussa à se réfugier contre le mur, pleurant comme si elle avait vu le diable en personne. Ce n'était pas seulement la taille qui l'effrayait, mais les difformités, la courbe étrange, les protubérances irrégulières, l'apparence quasi inhumaine de ce qui devait engendrer des héritiers. La consommation fut moins un acte d'amour qu'une chirurgie clandestine. Les médecins entraînent et sortaient comme s'ils assistaient à un patient critique. Les coussins s'étaient placés pour soutenir le poids de l'anomalie, les onguents tentaient de leur temps de lubrifier l'impossible, et la jeune reine était dopée au laudanum pour supporter l'insupportable. Ce n'était pas un mariage, c'était un rituel mécanique, un sacrifice. Chaque rencontre conjugale devint une procédure médicale répétée avec une froide régularité. Préparer le corps de Marie-Antoinette comme s'il s'agissait d'un champ de bataille, la sédère, puis exécuter l'acte avec une précision clinique. L'impact psychologique fut dévastateur. Marie-Antoinette, arrivée à Madrid avec des illusions de conte de fées, sombra dans une addiction progressive au laudanum, la seule échappatoire face à un mariage transformé en tourment. Son corps, jeune et délicat, ne supporta pas la violence. Grossesse échouée, fausse couche spontanée, hémorragie. Chaque tentative de remplir le devoir dynastique se terminait en tragédie. En 1804 et 1805, elle subit 2 pertes dévastatrices. La dernière faillit lui coûter la vie. Dès lors, elle vécut comme un fantôme, consumée par la drogue et la culpabilité, convaincue d'être porteuse d'une malédiction divine. Le peuple n'a jamais su la vérité. Officiellement, la reine était fragile et maladive. Officieusement, elle était victime d'un enfer conjugal. Les couloirs du palais résonnaient de ses plaintes étouffées, de ses supplications devant les crucifix, de ses prières interminables demandant pardon pour des péchés qu'elle n'avait pas commis. Le catholicisme qui devait lui apporter du réconfort l'enfonçait encore plus. Si elle ne concevait pas, n'était-ce pas parce que Dieu rejetait son ventre? La honte et la culpabilité devinrent un cercle vicieux qui la dévora à l'âge de 21 ans. Sa mort en 1807 fut enregistrée comme flottante, fièvre et constitution délicate, un euphémisme qui cachait la réalité. Marie-Antoinette mourut d'épuisement, de traumatisme, de désespoir. Et pourtant, les rumeurs coururent comme une traînée de poudre. Certains chuchotèrent qu'elle avait été empoisonnée par Ferdinand lui-même, las de ses échecs. D'autres assuraient qu'on l'avait réduite au silence pour l'empêcher de révéler les secrets du roi. La mort de l'apothicaire du palais, retrouvée quelques jours plus tard avec une lettre confisquée, alimenta encore davantage les soupçons. L'histoire de Marie-Antoinette est plus qu'un chapitre de chambre. C'est le portrait de la façon dont la politique dynastique transformait les femmes en victimes sacrificielles. Elles étaient la chair sur laquelle s'édifiait la continuité du pouvoir. Et dans le cas de Ferdinand, ce pouvoir reposait sur la torture. Si le mariage devait assurer une descendance, ce qu'il produisit fut folie, douleur et silence.
La reine mourut jeune, mais son écho resta piégé dans les murs de l'Alcazar, rappelant à ceux qui l'habitaient en Anjou que le lit du roi n'était pas un lieu d'amour, mais un hôtel de souffrance. Après la mort de Marie-Antoinette, la cour eut un besoin urgent d'un nouveau mariage pour assurer la continuité dynastique. L'élu fut Isabelle de Portugal, une autre cousine jeune et docile, offerte en sacrifice sur l'autel de la politique. Elle arriva à Madrid en 1816, âgée d'à peine 19 ans, portant l'illusion naïve que l'union avec un roi pouvait être son destin glorieux. Elle ne tarda pas à découvrir que la promesse de royauté était en réalité une condamnation. La fastueuse union fut entourée de musique, de banquets et de discours sur le espoir de l'Espagne. Mais derrière la façade baroque se cachait la même terreur qui avait détruit Marie-Antoinette. La nuit de noces, les couloirs résonnèrent d'un de cris qui n'avaient rien de la passion. Les domestiques y trouvèrent par des draps trempés de sang, des meubles renversés, des portes bloquées. Ce qui devait être une union nuptiale se transforma en un calvaire. Isabelle, marquée dès cette première nuit, ne s'en remit jamais. Les chroniqueurs de la cour mentionnent son bégaiement soudain, ses spasmes nerveux chaque fois que le roi entrait dans la pièce et les cauchemars qui la réveillaient en hurlant. Ferdinand interpréta la répulsion de son épouse comme une offense personnelle. Il ne vit pas l'horreur d'une femme traumatisée, mais la rébellion d'une reine qui, selon lui, conspirait contre sa virilité et son honneur. Sa paranoïa, déjà alimentée depuis l'enfance, atteignit des sommets délirants. Il ordonna d'intercepter les lettres d'Isabelle, de vérifier sa nourriture, de fouiller ses appartements. Le corps de son épouse devint un champ d'expérience médicale et sa vie quotidienne une prison ornée de tapisseries. La chambre royale se transforma en laboratoire grotesque. Ferdinand convoquait des médecins, des chirurgiens, des alchimistes et même des charlatans de foire qui promettaient des solutions à l'impossible. Des anatomistes allemands, des médecins français, des guérisseurs italiens arrivèrent. Tous observèrent, notèrent, proposèrent, sans parvenir à rien d'autre qu'à prolonger l'humiliation de la reine. Dans un tournant presque théâtral, la chambre royale devint un spectacle médical. L'intimité du monarque transformée en objet d'étude académique, tandis qu'Isabelle était réduite à un cobaye. Son corps outragé au nom de la science et de la couronne fut condamné à la lente érosion de l'esprit et de l'âme. L'impact politique ne tarda pas à se manifester. Les colonies américaines, déjà en quête d'indépendance, profitèrent des rumeurs pour alimenter leur propagande. Un roi incapable d'engendrer est un roi incapable de gouverner. Le défaut intime de Ferdinand devint une métaphore publique de son incompétence. Des pamphlets révolutionnaires le dépeignaient comme un tyran impuissant, incapable de donner la vie et capable seulement de semer la mort. Sur les places de Mexico et de Buenos Aires, le ridicule du roi espagnol était célébré comme une preuve de la décadence impériale. Isabelle, consumée par le désespoir, commença à souffrir de ce que les médecins de l'époque appelaient des grossesses boissonnant fantômes, des cycles de symptômes illusoires qui éveillaient chez le roi une espérance éphémère, toujours suivie d'une déception brutale. Chaque fausse grossesse plongeait la reine dans un état de délire et le roi dans une rage silencieuse qui paralysait le gouvernement. Les conseillers attendaient impuissants, tandis que l'Espagne se vidait de son sang dans des guerres coloniales, et que son roi perdait des semaines entières, obsédé par la couche matrimoniale. En 1818, à peine 2 ans après le mariage, Isabelle mourut officiellement d'épuisement nerveux. La vérité était plus sinistre, sa santé mentale et physique avaient été pulvérisées par le traitement brutal de Ferdinand. Certains suggérèrent que sa fin fut un suicide lent, une renonciation volontaire à la vie pour échapper au tourment. Ces dernières paroles, recueillies par un confesseur, furent un murmure de soulagement. Enfin, libre, la réaction du roi fut aussi grotesque que révélatrice. Il ne pleura pas Isabelle comme un veuf inconsolable, mais la transforma en objet de sa paranoïa. Il ordonna des autopsies, emprisonna ses dames de compagnie sous des accusations absurdes de conspiration et conserva un masque mortuaire de son visage que, selon des témoins, il consultait comme s'il pouvait encore l'interroger. La reine morte devint un autre symbole de son obsession, une victime de plus piégée dans le cercle de douleur qu'était sa vie. La deuxième épouse de Ferdinand ne laissa pas seulement un cadavre, mais une empreinte politique. Le scandale de chambre devint une affaire d'État, affaiblissant encore davantage un empire déjà chancelant. Tandis que les colonies célébraient leur liberté,
l'Espagne enterrait une reine brisée et contemplait un roi qui, incapable de se gouverner lui-même, condamnait son pays à la décadence. En 1819, à peine un an après la mort d'Isabelle, la cour organisa de nouveau un mariage destiné à sauver la dynastie. L'élu fut Marie-Joseph Zambelli de Saxe, une princesse cultivée et sobre, fille d'une famille appauvrie qui accepta l'alliance par nécessité plus que par conviction. Elle arriva à Madrid à 24 ans avec une mentalité plus pratique que romantique. Elle avait été avertie des bizarreries de son futur époux et emportait avec elle des médecins personnels et des dispositifs médicaux conçus à Dresde. Elle ne venait pas pour tomber amoureuse, elle venait pour remplir une mission clinique, presque expérimentale. L'union fut célébrée sur un ton plus discret. La cour était fatiguée de cérémonies grandiloquentes qui se terminèrent en tragédie. Les fleurs ornaient encore les couloirs, mais l'air sentait la suspicion. Dès la première nuit, la stratégie de Marie-Joseph fut différente de celle de ses prédécesseurs. Elle traita la rencontre intime comme une procédure chirurgicale. Ces dames notaient les horaires, les positions, les réactions. Son médecin de confiance supervisait discrètement, tandis que le roi acceptait la froideur de cette méthode comme une nouvelle espérance. Le mariage devint une série de tentatives programmées, chacune enregistrée avec la précision d'un laboratoire. La routine était mécanique et dépourvue d'affection. Ferdinand, déjà marqué par la paranoïa, commença à soupçonner que la reine l'observait comme un spécimen, plus que comme un époux. Dans chaque regard, il voyait un jugement, dans chaque note un rapport pour les puissances étrangères. Son insécurité le poussait à espionner la correspondance de la reine, convaincue qu'elle informait Dresde de ses difformités. Le mariage, au lieu de guérir, approfondit la fissure. Elle le voyait comme un patient, il la voyait comme une conspiratrice. Après 10 ans de ce calvaire mécanique, en 1829, l'impossible se produisit. Marie-Joseph tomba enceinte. La nouvelle électrisa l'Europe. Comment cela était-il arrivé ? Certains attribuèrent le miracle à la science, d'autres à la providence, et les plus cyniques parlèrent d'infidélité. Ferdinand, entre extase et peur, s'obséda à protéger la gestation. Il réunit des médecins de toute l'Europe, embaucha des gardes supplémentaires, fit bénir la chambre avec des reliques sacrées. La grossesse devint une affaire d'État, mais l'espoir fut de courte durée. Au bout de 7 mois, des complications médicales, probablement un décollement placentaire, mirent en danger la vie de la mère et de l'enfant. Le chaos régna dans le palais. Médecins et charlatans se disputaient l'attention du roi, tandis que Marie-Joseph agonisait au milieu de chants et de potions inutiles. L'accouchement prématuré fut un spectacle de douleur et de sang. La petite fille ne vécut que quelques heures et la reine mourut 3 semaines plus tard, victime de fièvre puerpérale et d'un épuisement autant physique que spirituel. La réaction de Ferdinand frôla la folie. Il refusa l'enterrement, exigeant que les médecins tentent de ressusciter la reine et l'enfant. Pendant des jours, le palais fut rempli de l'odeur de la décomposition, tandis que le roi parcourait les appartements en murmurant des ordres impossibles et en caressant des corps inertes. Cette scène macabre révélait la destruction finale de sa raison. Incapable d'accepter la mort, il s'accrochait à l'illusion d'une lignée qui ne fleurirait jamais. Avec Marie-Joseph, la tragédie atteignit un point de non-retour. Il ne s'agissait plus seulement de l'incapacité d'engendrer, mais de la perversion de l'espoir lui-même. La dynastie s'enfonçait, et avec elle la nation entière. Les colonies américaines célébraient leur indépendance tandis que l'Espagne restait enchaînée au délire d'un monarque qui confondait le lit avec le trône. L'intime était devenu politique, et le politique ruine. L'année 1829 marqua le début de la dernière et la plus grotesque étape de la vie de Ferdinand VII. Après la mort de Marie-Joseph, le roi, déjà âgé, malade et brisé par le désespoir, accepta un 4e mariage avec Marie-Christine de Naples. Mais cette union traînait un secret que la cour chuchotait entre les dents. La nouvelle reine arrivait enceinte d'un autre homme. Le scandale était évident, et pourtant Ferdinand préféra embrasser le mensonge plutôt que d'affronter le vide de l'extinction dynastique. Le mariage fut presque une farce. La cour, épuisée par des tragédies successives, y assista dans un silence sépulcral. Personne n'ignorait la bosse sur le ventre de la jeune reine. Et pourtant, le roi proclama devant l'autel que cette créature serait son héritière, convaincu que la Providence avait en répondu, même si c'était par le biais d'une tromperie. Ainsi naquit Isabelle II en 1830, fille officielle du monarque mais fruit d'un ventre déjà fécondé avant d'entrer à l'Alcazar.
Ce qui aurait pu être un soulagement pour Ferdinand se transforma en un enfer paranoïaque. Si le royaume acceptait l'enfant comme héritière, sa lignée était sauvée. Si quelqu'un remettait en question sa légitimité, la dynastie entière s'effondrait. Cette tension rendit le roi encore plus vigilant, plus obsédé par le contrôle de chaque geste de la reine. Il fit ouvrir des passages secrets pour l'espionner, ordonna d'installer des œilletons dans les murs pour l'observer dans ses moments les plus intimes, quand elle priait, quand elle allaitait, quand elle se reposait. Marie-Christine vivait comme une prisonnière dans une cage de verre, sachant que chaque mouvement était observé par un œil invisible. Les rituels de sécurité atteignirent des niveaux absurdes. Chaque plat devait être goûté non pas une mais 2 fois, avec des intervalles d'une demi-heure pour écarter les poisons à action lente. Plusieurs goûteurs s'effondraient de nerfs avant d'être servis, ce qui ne fit que confirmer dans l'esprit du roi que les conspirations étaient réelles. Ferdinand faisait irruption dans les chambres de son épouse à minuit, entouré de gardes armés, cherchant des preuves d'adultère qu'il ne trouvait jamais. Les dames de la reine vivaient terrifiées, conscientes qu'un geste mal interprété pouvait les conduire en prison ou en exil. Marie-Christine commença à montrer des symptômes de détérioration psychologique semblables à ceux de ses prédécesseurs. Elle écrivait à sa famille à Naples des lettres remplies de désespoir, où elle décrivait la vie au palais comme un cloître d'ombre où chaque respiration est surveillée. Ces journaux, retrouvés des siècles plus tard derrière un faux mur, confirment ce tourment. La reine racontait qu'elle devait sourire en public comme une actrice, même lorsque, intérieurement, elle se sentait effondrée. Le contraste avec l'Espagne extérieure était brutal. Tandis que le peuple souffrait de la faim, de l'inflation et de la répression, le roi dilapidait des ressources dans des réseaux d'espions, dans des systèmes de surveillance, dans des cérémonies superstitieuses pour protéger sa fille. Les ambassadeurs étrangers envoyaient des rapports alarmés à leur gouvernement. Ils décrivaient un monarque erratique, obsédé par des intrigues invisibles, incapable de gouverner. La paranoïa conjugale s'était étendue, comme un cancer à toute la structure politique. Isabelle, l'enfant qui devait sauver la couronne, devint un symbole ambigu, espoir officiel, mais en même temps preuve vivante de l'impuissance du roi. Ferdinand l'observait avec tendresse et ressentiment à la fois, cherchant dans ses traits de visage une trace qui le réhabiliterait comme père. Il fit peindre des portraits minutieux de l'enfant à chaque étape de sa croissance et les compara à des images de lui-même et de possibles amants de son épouse. Son obsession frôlait le pathologique. Il aimait l'enfant comme héritière et la haïssait comme un rappel de son échec. Avec Marie-Christine, le mensonge devint la base même du pouvoir. Le roi acceptait publiquement une fiction qui le détruisait en privé. Et l'Espagne, soumise à sa folie, apprit à survivre entre silences et tromperies. L'intime, une fois de plus, était devenu politique. Et la politique, prison. Vers 1832, la machine de la paranoïa de Ferdinand VII avait dévoré non seulement sa famille, mais tout l'État. Les ministres vivaient soumis à des épreuves absurdes. Le roi leur lançait des phrases contradictoires pour découvrir s'ils osaient le corriger. Et toute rectification était interprétée comme une trahison. Les audiences devaient rendre des procès secrets. La cour, un théâtre de surveillance mutuelle. On parlait à voix basse, on marchait, en mesurant chaque geste, on survivait avec la neutralité d'un espion en territoire ennemi. Le coût économique de cette hystérie fut catastrophique, tandis que les paysans mouraient en raquet de faim et que les caisses royales étant candides, le monarque ordonnait la construction de passages cachés, l'entretien de doubles corps de garde et de goûteurs, l'installation d'alarmes improvisées qui trahissaient tout mouvement nocturne. L'or qui aurait pu nourrir des milliers de familles était dépensé pour garder un secret intime transformé en obsession d'État. L'Espagne s'effondrait dans des guerres coloniales, des soulèvements internes, un discrédit international qui réduisait l'Empire à un fantôme. La santé du roi reflétait la même détérioration. Les médecins notaient dans des tremblements constants, une insomnie chronique, des diarrhées qu'ils interprétaient comme des symptômes d'empoisonnement, alors qu'en réalité, elles étaient le résultat de son anxiété et de son régime alimentaire empoisonné par la peur. Ses discours devinrent des divagations incohérentes. Il accusait des ombres de conspirer, voyait des ennemis dans les chapelets des dames et des trahisons dans les fleurs d'un banquet. La cour observait impuissante comment le corps du monarque se flétrissait au même rythme que l'Empire. L'épisode le plus grotesque se produisit après une crise de goutte qui le laissa prostré.
Convaincu que Marie-Christine tentait de le tuer par contact physique, il exigea que la reine subisse des examens médicaux avant tout contact, même avant un baiser sur le front. Les médecins, contraints d'obéir, inspectaient sa peau, son souffle, ses vêtements, cherchant des poisons invisibles. Ce qui aurait dû être l'intimité matrimoniale se transforma en un rite dégradant, où la reine était traitée comme un instrument de complot et non comme une épouse. Le monde extérieur contemplait stupéfait cette décadence. Les ambassadeurs français et britanniques informaient leur gouvernement que l'Espagne était gouvernée par un spectre paranoïaque. Certaines puissances européennes commencèrent à soutenir discrètement des mouvements séparatistes internes, convaincus qu'un royaume fragmenté était moins dangereux qu'un empire dirigé par un roi fou. La folie privée du monarque était devenue une menace publique pour l'équilibre continental. En 1833, le dénouement approchait. Le corps de Ferdinand, brisé par la tension et la maladie, ne résistait plus. Ses médecins, résignés, le voyèrent osciller entre des délires fébriles et des moments de lucidité amère. Parfois, il parlait à ses épouses mortes, comme s'il attendait encore une réponse des visages masqués qu'il gardait dans sa chambre. D'autres fois, il exigeait de nouveaux rapports sur des conspirations inexistantes, convaincu que le poison guettait à chaque coin de rue. Le roi qui avait vécu, marqué par un corps monstrueux, s'éteignait dévoré par un monstre plus cruel, son propre esprit. Quand la mort l'atteignit, le rapport officiel parla de gouttes et d'épuisement. Mais ceux qui l'avaient assisté savaient voir la vérité. Ferdinand VII mourut d'un épuisement total, une combinaison de maladies physiques, d'obsessions psychologiques et de vide spirituel. Il avait entraîné 3 épouses dans la tombe, avait condamné l'Espagne à la ruine et avait laissé derrière lui un héritage de peur et de silence. L'homme qui n'avait jamais pu dominer son corps avait tenté de dominer tous les autres, et dans cette tentative, il s'était consumé lui-même et sa nation. La mort de Ferdinand VII n'apporta pas de soulagement, mais un héritage de fractures. Isabelle II, l'enfant venu au monde sous le signe du doute, fut proclamée reine dans un pays plongé dans la misère. Sa légitimité reposait sur une fiction. Personne n'ignorait qu'elle n'était probablement pas la fille biologique de Ferdinand, mais tous comprenaient en tête qu'accepter cette vérité équivalait à signer la mort définitive de la dynastie. L'Espagne choisit le mensonge comme fondement, et sur ce mensonge éclata une guerre civile. Les guerres carlistes, qui éclatèrent en 1833, furent plus qu'une dispute dynastique. Elles furent la continuation de la paranoïa de Ferdinand, traduite en sang de paysans et de soldats. Le pays se divisa entre ceux qui acceptaient Isabelle et ceux qui suivaient Don Carlos, frère du défunt roi. La nation entière devint le prolongement du tourment intime du monarque. Le soupçon se mua en guerre, la chambre à coucher devint une tranchée. Le rire cruel qui avait poursuivi l'enfant prince se transforma en pleurs collectifs d'un peuple brisé. L'héritage de Ferdinand ne fut ni gloire ni grandeur, mais un empire réduit en cendres. L'Espagne, qui avait dominé la moitié du monde, se réveilla comme une puissance secondaire, humiliée par l'indépendance de ses colonies américaines et paralysée par ses luttes internes. La difformité qui marqua son corps se répliqua dans le corps politique, un État tordu, incapable de se soutenir, dépendant des fictions et de la peur. Le plus perturbant et sans tête est que Ferdinand fut, en même temps, victime et bourreau. Victime d'une généalogie empoisonnée par l'obsession du sang pur, bourreau de jeunes femmes transformées en sacrifices, bourreau de sujets soumis à un régime de suspicion et de terreur. Sa vie montre à quel point la douleur intime, lorsqu'elle se mêle au pouvoir absolu, peut se propager comme une peste et entraîner des millions de personnes à la ruine. Le Vatican scella sous clé les preuves physiques de sa monstruosité, comme si cacher la chair suffisait à effacer la mémoire. Mais aucun dossier fermé ne put empêcher son ombre de se projeter dans les siècles suivants. Ferdinand VII fut inscrit non comme un héros, ni comme un homme d'État, mais comme un avertissement, celui d'un homme dont la honte privée se transforma en tragédie publique. Dans la modernité, son histoire résonne d'un écho inconfortable. Nous continuons à créer des idoles au pied d'argile, nous continuons à permettre que la fragilité personnelle d'un leader détermine le destin collectif. Ferdinand, avec son corps maudit et son esprit corrodé, nous rappelle qu'il n'y a pas d'abîme plus dangereux que celui d'un pouvoir absolu confié à un être incapable de se dominer lui-même. Ainsi se termina le règne du soi-disant désiré. Non dans la gloire, mais dans la stigmatisation.
L'Espagne hérita d'une enfant reine entourée de doutes, d'un pays déchiré par la guerre et d'un héritage de silence. Ce qui fut conservé dans des flacons scellés ne fut pas seulement un organe monstrueux, mais le symbole d'une nation qui choisit de se taire face à l'horreur et d'en payer le prix pendant des générations. La monstruosité de Ferdinand ne mourut pas avec lui. Elle resta incrustée dans la mémoire, comme une blessure qui suppure tout au long de l'histoire.